Je pense qu'il y a un facteur qui est quand même très très important. Tu dis qu'effectivement les problèmes semblent résolus, ce qui est vrai. La durabilité, quand on a 80 ans, si on a déjà 8 ans, en plus après on peut remettre une valve à l'intérieur, donc c'est pas vraiment un problème. Il faut quand même que ce soit fait par une équipe expérimentée. Je veux dire, pour obtenir les résultats que tu présentes, faut faire, je sais pas, au moins 150 avis par an. Enfin, je veux dire, il faut pas, je pense que retenir que ce type qui vient sur ses jambes en pleine forme, hein, il faut quand même que ce soit fait par quelqu'un qui en a une large expérience, parce que rien que le ProStar, on sait très bien qu'il y a une courbe d'apprentissage pour le ProStar. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Ben, c'est bon. C'est une très bonne introduction à ma présentation. Mon temps de parole n'est pas épuisé, Hélène. Non. Bon, alors je vais commencer. Et ben justement, c'est une bonne introduction. Et donc, je vais vous présenter un cas, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Et donc, un cas réalisé à Rennes. Et j'ai jugé important de vous mettre un peu l'environnement de ce cas, donc l'environnement rennais. Donc, à Rennes, c'est une équipe de cardiologues interventionnels. Non, c'est pas. Vous allez voir que c'est important et que c'est pas pour vous montrer des belles photos. Une équipe de cardiologues interventionnels. Donc, on est trois à importer des TAVI. Une équipe chirurgicale qui est impliquée. Il y a une RCP qui a lieu toutes les semaines et tous les dossiers sont discutés en RCP. Et puis on a une salle hybride que vous voyez là. Et voici notre expérience en termes de TAVI là, depuis le début, en février 2009. Et donc on est à 450 procédures TAVI dans notre centre. Et donc c'est dans ce contexte-là que je vais vous présenter ce premier cas. C'est notre première procédure TAVI en 2015. Donc j'ai pris vraiment texto le cas clinique. J'ai fait copier-coller. Patiente âgée de 88 ans. Donc un peu plus âgée que la patiente, en excellent état général, compte tenu de son âge et de la vie de tous ceux qui l'ont vue. Elle est parfaitement autonome à domicile, elle vit avec son époux, elle a peu d'antécédents. Et puis elle était asymptomatique jusqu'en septembre dernier, où elle rapporte l'apparition d'une asthénie inhabituelle et surtout d'un angor assez typique, ce qui l'a contraint à réduire son activité. Donc voilà le cas, elle fait une petite dame, 53 kg pour 1m53, la biologie, la fonction rénale est normale, le NT-proBNP est élevé. Vous avez les données échographiques avec une fraction d'éjection préservée, une hypertrophie ventriculaire gauche, un septum à 17 mm, une valve aortique qui est très cuspide, qui est très calcifiée, avec un gradient moyen à 57. L'anneau est mesuré à 21 mm en ETT, absence de fuite, la PEP est normale, pas de dysfonction VD. Et puis elle a son bilan TAVI dans notre service, avec pas d'atteinte coronaire significative, un athérome carotidien sans sténose, des EFR jugés normales pour l'âge. Donc on calcule l'euroscore de cette patiente, un euroscore à 12%, donc un risque intermédiaire, en tout cas pas un risque élevé chirurgical. Alors justement, la question qui est posée évidemment, c'est quel est le risque chirurgical pour cette patiente. Donc Didier nous a donné des chiffres. Moi j'ai des chiffres un peu différents et c'est les chiffres de notre série rennaise. Ça fait longtemps que on opère des octogénaires, et donc là vous avez les données publiées par Thierry Langanet. Et donc effectivement, si on prend le remplacement valvulaire aortique, tout patient confondu, on a des taux de mortalité qui peuvent être plus élevés, on est à 7%. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de regarder pour cette patiente-là le risque opératoire d'un remplacement valvulaire aortique isolé chez l'octogénaire. On passe à 5,5%. Risque à 30 jours. Et puis j'ai demandé à Thierry Langanet de regarder un petit peu en fonction de l'euroscore, avec les limites de la base de données de chirurgie, mais il a quand même pu regarder un petit peu en fonction de l'euroscore. Et regardez, quand on prend une femme octogénaire avec un euroscore inférieur à 20%, eh bien, on a une mortalité opératoire de 4%. Donc évidemment, il faut faire aussi bien que la chirurgie, mais avec des chiffres qui sont un peu moins élevés que ceux que Didier a pu vous présenter tout à l'heure. Donc là, cette patiente-là, 88 ans, pas de comorbidité, euroscore à 12%, on la discute en RCP et on la retient pour un TAVI. On pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure. Donc, au cours des RCP, on revoit systématiquement les dossiers des patients, on revoit les scanners. Donc, c'est une dame qui avait des axes un petit peu limites, un scanner qui n'était pas de très bonne qualité, et puis mesure de l'anneau, et donc il est mesuré à 23,4, 23,6. On multiplie les mesures entre 23 et 24 mm d'anneau pour cette patiente. Alors, je vous rappelle qu'en ETT, l'anneau avait été mesuré à 21 mm. Une valve qui est très calcifiée, comme vous pouvez le voir ici. Donc la procédure a été faite le 6 janvier. Encore une fois, c'était notre première procédure. Je vous ai mis les participants, dont un chirurgien. C'est nos habitudes
encore actuel de travail. Ici, vous avez la orthographie en début de procédure pour vérifier le plan de travail qui a été au préalable retenu au scanner. Et puis, on continue à prédilater nos patients. Donc là, on fait une prédilatation avec le ballon qui est fourni avec une valve de 26 mm, puisque compte tenu de l'anneau, on a retenu une valve de 26 mm. Et puis, immédiatement après la prédilatation, chute brutale de la pression artérielle. Donc très rapidement, on évoque deux mécanismes, la rupture de cusp, donc on fait une orthographie, donc ça c'est juste après la dilatation avec cette dame qui a 50 ou 60 de pression artérielle, et on lui fait tout de suite une échographie qui documente un épanchement péricardique. Elle est immédiatement drainée, vraiment, je crois dire que la prise en charge a été assez rapide, un drainage chirurgical, le chirurgien est avec nous, il a fait une incision sous-sternale, on a drainé la patiente, et puis on a pu rétablir une hémodynamique assez rapidement, une hémodynamique correcte en tout cas, et ce qui nous a permis de tout de suite, évoquant donc un mécanisme, comme mécanisme la rupture d'anneau, même si la rupture d'anneau n'a pas été documentée ni en orthographie ni en ETT, et donc on décide d'implanter la valve assez rapidement, ce qui a pu être fait comme vous le voyez ici. Et voici le contrôle final avec une hémodynamique correcte. Et donc, on espérait pouvoir franchir le cap. Et en fait, la patiente est décédée dans les heures qui ont suivi la procédure. Elle a continué à saigner avec un drain péricardique qui continuait à donner. Donc, ce n'était pas pour plomber l'ambiance, mais juste pour... C'était juste pour vous dire qu'à mon avis, pour qu'en 2015, on puisse étendre les patients à risque intermédiaire, il faut vraiment être certain d'avoir une procédure standardisée et réglée. Et comme le précisait Hélène, quel que soit finalement le niveau d'expérience de l'équipe, on ne peut pas se baser uniquement sur le résultat de l'équipe à très haut niveau d'expérience. Et donc c'est ça vraiment la question qui me paraît être la question primordiale en 2015. Est-ce que nous avons une procédure standardisée et réglée ? Là, je vous ai mis une diapositive que j'avais présentée aux journées européennes. Donc ça, c'est les données de France TAVI. Donc vous voyez, à partir de 6438 patients, c'est des données un peu brutes. On va essayer de les analyser de façon plus fine. Mais regardez les données, on n'est pas sur 0% de complications. 0,9% de rupture d'anneau. C'est un patient pour cent, c'est pas négligeable. Bon, migration en bol de valve, occlusion coronaire 0,5, tamponnade 2,3%, c'est pas un chiffre nul. Segment majeur, on est à près de 10%. Insuffisance rénale, 4,3%, et puis le pacemaker, on connaît. Mais donc, juste pour dire que finalement, même quand on regarde les données récentes, 2013-2014, il y a encore un taux de complications et la procédure n'est pas parfaitement réglée. Alors ensuite, les autres problèmes, je vais passer très vite dessus, les autres problèmes associés qui sont peut-être en cours d'être réglés, mais peut-être pas encore, les fuites paravalvulaires, et on connaît l'impact sur la mortalité, les complications vasculaires et son impact également sur la mortalité. Donc ça me paraît être un point important. Et puis l'autre aspect, c'est celui qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est les aspects médico-légaux. Si on a un problème... il faut quand même, si on a un problème avec un patient, il faut être un petit peu dans les clous quand même. Et puis les problèmes de remboursement. Donc les problèmes de remboursement, alors que disent nos textes officiels, vous les connaissez, donc c'est bien des patients contre-indiqués pour une chirurgie ou à haut risque opératoire. L'âge n'apparaît pas dans les textes, puisque finalement la tendance actuelle, c'est de dire, finalement c'est l'âge qui va faire qu'on va privilégier le TAVI à la chirurgie. L'âge n'apparaît pas dans les textes. Et puis ensuite le remboursement. La prise en charge par l'assurance maladie, elle est conditionnée au respect par les établissements des indications, etc., des indications actuelles. Donc je crois que c'est un autre élément important. On n'a pas encore une fois, à ma connaissance, on n'a pas encore une fois de retour de bâton sur les indications, mais peut-être que ça peut arriver. Bon, la dégénérescence, effectivement, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas être à mettre en numéro 1, en tout cas chez le patient octogénaire, on n'a pas de signe d'alarme. Donc voilà, je voulais juste dire qu'il faut aller vite, Didier, mais pas trop vite, parce qu'il peut y avoir des accidents, et là, on a eu un accident, et je ne sais pas si c'est ta voiture. Voilà, merci. Et juste un petit, pour compléter, si vous voulez avoir la photo de Didier, c'est sur le site de la clinique Pasteur. Et la voiture au sous-sol. Bon, bravo Hervé pour cette présentation également convaincante. Donc, est-ce que dans la salle, certains d'entre vous ont des remarques ou des questions concernant cette controverse? Oui, Joël. Une petite question par rapport au sizing. Il me semble sur la première enjeu que tu montres qu'il y a une calcification dans le fond du sinus gauche qui descend vers la chambre de chasse. Pas sûr, je crois que c'est ici. Est-ce que l'anneau n'est pas un peu intermédiaire entre une 23 et une 26? Oui, je suis d'accord. J'ai vu une petite dame qui fait 1,50 m, si je me souviens bien. Ouais. Je suis d'accord.
Non, non, mais non, mais quand on a un accident, il faut toujours se poser les questions. Et qu'est-ce qui s'est mal passé? Et donc, à l'évidence, on s'est trompé pour cette patiente. Et donc, à l'évidence, on s'est certainement trompé. Alors ça, c'est le mail. J'ai envoyé un petit mail à notre référent. On a vraiment qui connaît bien l'analyse du scanner. Et donc, je lui ai envoyé un petit mail en disant, je présente le cas. Est-ce que tu as des commentaires, etc. Et donc il m'a fait un certain nombre de commentaires. Et probablement, je sais pas, je crois qu'il est... Bon, je n'ai pas assez pondéré les mesures de l'anneau avec le gabarit de la dame, etc. Enfin, donc, très clairement, on s'est trompé sur le choix de la taille de la valve. Mais c'est pour ça que j'ai présenté notre expérience. On a quand même un bon niveau d'expérience, mais on s'est trompé. Donc on s'est trompé sur le sizing, et donc ça peut encore arriver. Donc la procédure n'est pas standardisée, quoi. Ou en tout cas... Ouais. Philippe, avec un chirurgien cardiaque dans la salle, est-ce que tu n'as pas fait une torsion pour voir vraiment Si c'était l'anneau, la cause de ton déclenchement cardiaque, pas que tu t'en es pas sûr. Tu penses que c'est ça peut être la sonde d'entraînement. Est-ce que tu as une certitude que c'est la... Non, non, j'ai pas la certitude. Alors, ensuite, on a fait une ETO en fin de procédure que je vous ai pas montré, et on n'a pas trouvé. Donc mais par contre, les chirurgiens, ils ont l'habitude apparemment des perforations. Donc, pour lui, c'était pas une perforation avec la sonde de stimulation, quoi. Mais je sais pas si c'est facile de l'affirmer, mais pour lui, c'était pas une perforation. Non, moi, je suis d'accord avec vous deux, parce qu'en fait, dès le départ, quand on a commencé ta vie, Nicolas, qui est très jeune, il m'avait dit « Ah, tu commences ta vie, tu verras, c'est très compliqué, tu vas vers les complications. » Personne ne vous dira jamais, même 3 ans après, que les complications n'existeront plus. C'est une technique trop difficile pour qu'il n'y en ait pas. Et en même temps, c'est intéressant ton cas, parce qu'on a eu exactement le même cas il y a 10 jours, un cas intermédiaire, mais une dame qui était un petit peu des troubles cognitifs. Au moment où on a déployé la valve, je le faisais avec Christophe Cossin, pour ne pas le nommer, on ouvre la valve, à peine chute de pression, exactement la même chose que toi. Simplement, elle avait un petit VG et on avait manipulé 2 fois le guide, peut-être un peu, en le manipulant un peu fortement. Chute de pression, écho immédiate, tamponnage. En fait, on a drainé tout de suite, mais ça a ressaigné et on a fait faire tout de suite, à ce moment-là, une sternotomie. Et en fait, c'était le VG qui saignait et non pas la sonde d'entraînement électrosystolique. Et on a sorti la malade de ça, donc elle est vivante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, c'est très important peut-être d'aller plus loin encore dans la prise en charge de la complication. Parce que ta patiente, tu ne sais pas s'il y a une rupture d'anneau ou une tamponnade par rupture du ventricule. Oui, je suis d'accord. Sauf que là, on avait quand même on pensait que la procédure s'était bien terminée. Donc au moment où on l'a laissé... L'expérience des grosses équipes, Ouais. vous montrez 450 dossiers, Ouais. énorme. Vous avez une compétence absolue. Et même Hélène qui connaît ça depuis toujours. Ta vie, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué et difficile, avec des complications qui existent même pour les plus grands opérateurs. Chaque étape est importante, reste importante. Ouais, bien sûr. On ne peut pas se dédouaner de la chirurgie dans les services pour l'instant. C'est impossible. Mais moi, j'avais 2 petites remarques aussi. C'est que, d'accord, tu as eu ça. Bon, il y a 1%, un peu moins 0,8% de rupture d'anneau. Mais bon, tu as la 5% de décès de la chirurgie. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes complications. Mais bon. Et la deuxième chose, moi, je crois qui est importante, c'est dans les cas un peu litigieux, c'est-à-dire où effectivement le patient pourrait être opéré, on peut aussi dire qu'on va vers le TAVI que s'il se présente bien anatomiquement. Par exemple, le malade de Didier, il était bien. On ne s'attendait pas, disons, bien sûr, il y a plein d'aléatoires, mais on ne s'attendait pas à des problèmes. Donc on peut dire aussi que chez les patients qui sont un peu plus jeunes, il ne faut pas faire un TAVI quand d'emblée on pense que, je sais pas, il y a une coulée calcaire vers l'anneau mitral, quand il y a des artères un peu calcifiées, qu'on peut aussi rajouter le critère anatomique à l'indication dans les cas un peu borderline. Complètement d'accord. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu avais été dans ma position, dans ton centre, les patients qui refusent la chirurgie, quelle est votre attitude ? En sachant qu'il y a 60% de mortalité à 1 an. Non, mais on essaie de leur trouver des critères de fragilité. Non, mais non. Non, écoute, non, mais très honnêtement, non, mais c'est vraiment le cas particulier dont on parle à chaque réunion. Mais moi, j'ai pas l'impression. Enfin, ça arrive évidemment, et donc c'est arrivé, ça arrive. Mais c'est pas une situation à laquelle on est confronté quand même souvent. Enfin, je trouve que c'est vraiment très rare, quoi. C'est vrai, ça dépend vraiment, mais c'est pas de la démagogie de dire ça. C'est de la façon dont on a présenté aussi un peu. Non, mais c'est pas forcément l'équipe TAVI. D'ailleurs, ça peut être en amont, le cardiologue de ville, etc. Et donc, parfois, le patient arrive avec une idée dans la tête, et c'est là où il refuse la chirurgie. Parfois. Bon, après, ça peut être un vrai choix du patient, mais c'est vraiment une situation rare. Mais on essaie d'être charitable. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux donc, pour cette controverse très intéressante.